Bonsoir à tous. Bon, on se voit ce soir avec le père Horowitz. Malheureusement, Mehdi Amar a eu un empêchement de dernière minute, mais il sera là la semaine prochaine. On se voit ce soir avec le père Horowitz. On aura donc Mehdi Amar a eu Oui, j'ai eu un double problème là. Donc, je suis avec le père Horowitz. Bonsoir, mon père. Bonsoir Farida. Je suis aussi avec Roman Rodriguez, mon fidèle compagnon de route. Bonsoir, Roman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on est un peu fatigué, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, parce que, bon, c'est pas une décision facile à digérer, mais on y arrive, parce que de toute façon, à partir du moment où on s'accroche à Dieu, à partir du moment où on sait que c'est lui qui, en dernière instance, décide de tout ce qui peut nous arriver et combien parfois même une épreuve peut nous permettre de grandir sur le plan spirituel, eh bien, nous acceptons cette nouvelle épreuve avec courage, comme on me l'a demandé à plusieurs reprises, et c'est bien normal. J'ai la voix un peu cassée, évidemment. Et aujourd'hui, nous allons faire un live avec le père Horowitz, sans Mehdi, mais avec Roman. Mehdi, qui nous écoute probablement là où il est, je lui souhaite bonsoir aussi. Il n'a pas pu être des nôtres ce soir, il le sera la semaine prochaine. Et alors donc, nous allons commencer ce live sur ce qui vient d'arriver et qui ne concerne pas seulement Farida Belgoul, même si c'est elle en effet, votre servante, qui prend le premier coup. C'est-à-dire qui prend le premier coup dans la journée, les jours là qui nous occupent. Mais derrière le premier coup donné à Farida Belgoul, évidemment, le problème, le malheur, c'est que les coups vont continuer de pleuvoir sur les parents, sur les familles, et en particulier sur les enfants, puisque comme nous l'avons dit et comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans les vidéos, nous n'étions pas dans une situation avec des interlocuteurs qui se caractérisent par l'empathie, la compréhension, la volonté de dialogue. On m'a reproché au cours de ce conseil de discipline d'avoir donné une mauvaise image de l'éducation nationale au travers de toutes les vidéos que j'ai pu faire ces dernières années, et en particulier depuis le mois d'août 2018, où j'ai évidemment attaqué les cours d'éducation sexuelle. On peut dire que si quelqu'un donne une mauvaise image de l'éducation nationale, c'est bien l'éducation nationale elle-même. Elle n'a pas besoin de nous pour salir sa réputation et pour se montrer sous un visage absolument déplorable, extrêmement inquiétant, de plus en plus inquiétant, compte tenu du fait qu'elle continue son involution, refusant de prendre en considération l'intérêt des enfants en premier lieu, celui des familles en second lieu, et malheureusement de donner aussi aux enseignants des conditions de travail de plus en plus déplorables, puisque les enfants étant de plus en plus déstructurés, étant de plus en plus déconstruits par les programmes aussi bien que par les méthodes d'apprentissage, la discipline devient un véritable problème, même un fléau dans les classes, et les premières victimes de cette absence de discipline, de constance, de concentration des élèves, évidemment, au premier chef, ce sont les enseignants qui se taisent malheureusement et qui n'obtiendront par leur silence que la continuité de leur malheur. Alors, avant de commencer ce live, je me dois de remercier tous ceux qui m'ont soutenu, et Dieu sait que je me souviens de chacun de leurs noms, qui m'ont écrit, qui m'ont téléphoné, des donateurs aussi qui ont participé à ma cagnotte pour que je puisse effectivement disposer d'un avocat le jour du conseil de discipline et de ne pas m'y retrouver seule avec Roman. Donc je voudrais leur exprimer ici toute ma gratitude, et je suis certaine que Dieu les a vus faire et qu'il leur rendra au centuple la présence qu'ils ont manifestée à nos côtés, et particulièrement à mes côtés. Donc nous allons d'abord commencer par donner la parole au père Horowitz, qui va lui aussi faire son introduction, et ensuite, si vous le permettez, je vous raconterai en quelques mots, ce que je n'ai pas encore fait, comment s'est passé le conseil de discipline. Roman est à mes côtés, il y était, il pourra rajouter aussi des éléments que éventuellement je pourrais oublier, et nous en arriverons ensuite à l'analyse de cette sanction, parce que analyser cette sanction est très intéressant pour l'avenir des enfants, des élèves, de leurs parents,
et pour ouvrir sans doute un espoir, une porte sur l'espoir, c'est que cette révocation absolument infâme qui exprime la volonté radicale de la part de l'éducation nationale d'être dans une stratégie de répression totale, radicale, aveugle, refusant tout dialogue, est forcément pour nous la porte ouverte à la résistance. Mon père. Oui, bah écoutez Farida, évidemment, cette nouvelle a un côté terrible déjà pour vous, hein, commencer pour vous, bien évidemment, parce qu'il faut toujours commencer par vous, car c'est vous qui, pour le moment, subissez et supportez les hydres de l'éducation nationale en particulier. Alors, vous parliez des valeurs de l'éducation nationale. Bon, je ne suis absolument pas surpris par cette décision. Ce qui me surprend, c'est qu'elle soit venue si tard. En fait, j'aurais pensé qu'elle serait même venue avant. Alors, effectivement, je pense que dans leur langage à eux, ils ont tout à fait raison, hein. Vous salissez l'image de l'éducation nationale, car nous n'avons pas du tout la même image de cette éducation nationale que nous aimons nous appeler l'instruction publique et non pas l'éducation nationale, car il est toujours bon de rappeler que l'éducation appartient aux parents et l'instruction appartient à l'école, hein, en distinguant bien les genres à chaque fois. Je pense que c'est une bonne manière de ne pas faire cette confusion volontaire que fait l'éducation nationale. Mais bien évidemment, l'image qu'ils veulent véhiculer, c'est cette image totalement pervertie d'un monde qui veut isoler l'enfant de ses parents, qui veut s'approprier l'enfant. Et il y a déjà là un côté, bien évidemment, comme destructeur par cette simple vision des choses. Donc, dans leur langage, effectivement, vous êtes un élément qui dérange. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Et vous ramez à contre-courant de cette grande culture que, comme l'appelait Jean Madiran jadis, qui est mort maintenant, la culture du tout contre nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, la morale, car il faut toujours une morale, même si on a l'impression qu'il n'y en a pas, c'est la morale du tout contre nature. Et comme vos positions ont toujours manifesté la morale de la loi naturelle, c'est-à-dire celle qui émane de Dieu, eh bien évidemment, tout cela dérange terriblement et il faut éliminer celle qui dit la vérité. Hein. Comme dit la chanson, eh bien, il a dit la vérité, eh bien, il va falloir le tuer. Voilà, eh bien, l'acte est maintenant commis. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. J'en arriverai tout à l'heure à exprimer à nos auditeurs le type de sanction auquel j'ai échappé et nous allons analyser cette sanction qui est celle de la révocation pour que tout le monde la comprenne bien et l'inscrive dans le cadre des rapports de force qui aujourd'hui doivent absolument se construire pour sauver les enfants. Alors, je vous rappellerai ce que j'ai déjà dit dans une vidéo que nous allons mettre sous ce live à partir de sa publication ce soir, que le Conseil de discipline s'est donc tenu le 15 janvier 2019, qu'il était constitué de 19 membres, dont, et j'insiste là-dessus, 8 enseignants, hein, qui s'ajoutaient au personnel administratif représentatif du rectorat de Versailles, 8 enseignants qui sont des délégués syndicaux, des responsables syndicaux. Ça veut dire que les enseignants ont participé à l'élaboration de la sanction contre une autre enseignante. Parce que cette enseignante avait pris le parti, effectivement, depuis des années, de déplorer, de combattre les méthodes qui conduisent à l'échec scolaire, de condamner l'enseignement de la théorie du genre et de réprouver, de condamner et d'agir contre l'éducation sexuelle généralisée par Jean-Michel Blanquer, l'auteur de ma sanction d'ailleurs, depuis la rentrée 2019, après que la loi Schiappa ait fait couler beaucoup d'encre cet été. Donc, les enseignants, et c'est une donnée qui est extrêmement importante, les responsables syndicaux enseignants ont participé à la sanction, et je dirais même, étant d'origine, comme on le sait, immigrée algérienne, que parmi ces 8 enseignants, il y en avait 2 de la même origine que moi, qui ont été, en particulier, il y avait un homme et une femme, et en particulier l'homme particulièrement féroce à mon égard, puisque c'est lui qui a été chargé, ou s'est chargé lui-même, c'est pas, ça ne change rien, s'est chargé lui-même d'expliquer donc à la commission de discipline que j'étais un agent d'extrême droite.
Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui a la même origine que vous, qui prétendait avoir vécu dans les mêmes quartiers populaires que vous, et ce personnage, de mon âge environ, peut-être un peu moins, une cinquantaine d'années, donc a été commis pour venir m'accabler plus que, je dirais, les Français de souche, afin qu'évidemment, il n'y ait pas de possibilité pour eux d'être éventuellement attaqués comme si c'était comme si cela faisait partie de ma défense sur la discrimination raciale que je n'ai évidemment jamais utilisée. Donc 19 membres, dont 8 enseignants, responsables syndicaux. Ça veut dire que parmi tous les syndicats enseignants aujourd'hui, il y a l'unanimité pour installer à l'école, établir la déclaration des droits sexuels, qui n'est rien d'autre finalement, de notre point de vue de croyants, qu'une éducation aux interdits sexuels de Dieu. Hein, on reviendra là-dessus avec le père Horowitz tout à l'heure. Il faut que vous sachiez qu'en plus de ces 8 enseignants responsables syndicaux qui représentaient donc leur syndicat, vous aviez une personnalité quand même importante à signaler, c'était Madame Charline Avenel, qui est la rectrice. Elle n'a pas du tout apprécié que je l'appelle recteur, puisque nous sommes maintenant à l'éducation nationale en train de féminiser toutes les fonctions, y compris celles de professeur auxquelles il faudrait ajouter un E. D'ailleurs, je vous conseille, parents, de barrer systématiquement le E à professeur lorsque vous recevez du courrier des écoles avec cette orthographe féminisante qui exclut finalement le caractère masculin de la fonction, qui est le caractère d'origine de la fonction, évidemment auquel dont une femme peut prendre la charge, mais dont on ne doit pas enlever le caractère viril de la fonction. Et on ne doit pas féminiser le nom de recteur, de professeur, et j'en passe. Donc, ce recteur de sexe féminin, Madame Charline Avenel, âgée de 40 ans, a donc en charge aujourd'hui, et elle a fait partie de ceux qui ont choisi la sanction, elle a à sa charge 1 million d'élèves, je répète, 1 million d'élèves sont à la charge de Charline Avenel en tant que recteur de l'académie de Versailles. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a 40 ans, c'est donc une toute jeune femme, enfin, par rapport à moi, quand on est 61, évidemment, je trouve qu'elle est toute jeune. Elle est sortie de Sciences Po, et elle a été dans la même promotion Sangor que notre ami Emmanuel Macron, et il faut savoir que c'est lui, par décret, qui l'a nommé recteur de l'académie en question à Versailles, depuis le mois d'octobre 2018, c'est-à-dire presque jour pour jour au moment de l'envoi de leur convocation pour ce conseil de discipline. Donc Charline Avenel, une des meilleures amies de promotion de Emmanuel Macron, qui aujourd'hui dépêche l'armée avec la consigne de pouvoir tirer sur les gilets jaunes éventuellement demain dans les rues de Paris, donc gare à vous. Et cette femme, décrétée, c'est le moins qu'on puisse dire, par le président de la République, je dirais maçonnique, maintenant je peux le dire, le devoir de réserve ne s'exerce plus sur moi, de la République maçonnique donc, a mis en place, pour gérer 1 million d'élèves, cette femme qui a pris la décision avec Jean-Michel Blanquer, le catholique, excusez-moi mon père, hein, vous n'êtes pas visible, ou plutôt l'hypocrite, qui se rend à la messe tous les dimanches, puisque Charline Avenel, au cours de ce conseil de discipline, nous avait expliqué que c'était au ministre en dernière instance de prendre la décision concernant la sanction qui allait s'abattre sur moi. Alors, avant d'entamer complètement le débat, je voudrais que tous ceux qui m'écoutent prennent la mesure de la gravité de cette sanction qui m'accable ou qui me libère, c'est selon. Parce que à l'éducation nationale, lorsque vous êtes visé par une procédure disciplinaire, vous pouvez écoper d'une sanction qui se recrute, je dirais, dans 4 groupes de sanctions. Le premier groupe rassemble les sanctions les plus légères. Le 4e groupe regroupe les sanctions les plus lourdes et les plus graves. Donc, je vais vous donner la liste de ces sanctions du premier groupe au 4e groupe, et vous allez pouvoir ainsi situer, en ce qui me concerne, la sanction qu'ils m'ont infligée dans une échelle de gravité qu'ils ont estimé devoir mettre en œuvre contre moi. Donc, dans le premier groupe, vous avez l'avertissement, qui n'est pas grand-chose, et le blâme.
J'avais eu déjà un blâme en 2014 au moment de la JRE parce que j'avais traité dans une publication sur le site JRE, Najed Vallaud-Belkacem, de chouchou du lobby LGBT, ce qui m'avait rapporté ce premier blâme. Il faut savoir qu'un blâme a une durée de vie dans votre dossier professionnel de 3 ans. À partir de quoi l'administration est obligée de faire disparaître ce blâme, et toute autre formation disciplinaire qui pourrait éventuellement se réunir ultérieurement ne peut plus prendre en considération évidemment l'existence d'un blâme qui a fait long feu au bout de 3 années. Dans le deuxième groupe, alors les sanctions évidemment s'aggravent. Vous pouvez être sujette à une radiation du tableau d'avancement ou bien un abaissement d'échelon. Tout ça, ce sont des mesures qui viennent vous dégrader sur le plan du salaire, par exemple, mais vous restez quand même en place, en poste, et vous allez tout de même enseigner et toucher un salaire. Ensuite, dans le deuxième groupe aussi, vous avez 2 autres sanctions qui sont un peu plus graves, c'est-à-dire l'exclusion temporaire de fonction qui peut aller de 1 jour à 15 jours, ou bien ce qui se pratique beaucoup pour les gens qui, par exemple, auraient eu quelques petits problèmes, entre guillemets, pédophiles avec les élèves, ou en tout cas des dénonciations de ce type, le déplacement d'office. Vous voyez, c'est-à-dire que de l'établissement dans lequel vous étiez et où vous avez été, à partir de là, convoqué à une formation disciplinaire, on vous change simplement d'établissement. Nous arrivons maintenant au 3e groupe. Alors, le 3e groupe, c'est une rétrogradation. C'est-à-dire que si vous êtes au 8e échelon, vous allez vous retrouver au 7e ou au 6e, ce qui a évidemment des conséquences sur votre salaire, mais des conséquences qui sont finalement minimes, parce que je crois que vous allez perdre 200 ou 300 € par point dégradé. Ou alors, toujours dans le 3e groupe, vous avez la sanction qui consiste à une exclusion temporaire de fonction qui peut aller de 3 mois à 2 ans. Alors, en général, cette exclusion temporaire de fonction, vous pouvez avoir, par exemple, 18 mois avec 12 mois de sursis, si bien que pendant 6 mois, on vous envoie à la rue, puis on vous récupère après avec 12 mois de sursis, durant lesquels on vous dit, écoutez, si vous recommencez de manquer à votre devoir de réserve, c'est-à-dire en un mot, à cela ou à un autre délit qu'on vous reproche, eh bien, le sursis tombe et vous allez faire évidemment les 12 mois de nouveau en exclusion temporaire de fonction. Et là, nous en avons terminé avec les 3 premiers groupes de fonctions officielles de l'éducation nationale. Et comme vous l'avez vu et entendu, la révocation n'est pas toujours là, n'est toujours pas là. Dans le 4e groupe, vous avez 2 sanctions. La mise à la retraite d'office, qui aurait pu me concerner vu mon âge, et qui aurait été évidemment une sanction très lourde puisqu'elle appartient au 4e groupe, c'est-à-dire au groupe qui recense les sanctions les plus graves, eh bien, cette mise à la retraite d'office, figurez-vous, ne m'a pas été accordée. La dernière sanction, c'est la révocation. Celle que Jean-Michel Blanquer a donc choisie pour moi-même, avec évidemment l'assentiment de Madame Charline Avenel, recteur, donc forcément avec l'accord de Monsieur Emmanuel Macron, qui n'est pas sans savoir ce qui se passe dans son rectorat de Versailles, où il y a nommé comme recteur l'une de ses meilleures amies. Donc nous sommes là en présence de la sanction la plus lourde qui n'ait jamais été donnée à un enseignant du rectorat de Versailles. Et quand je vous dis qu'elle n'a jamais été donnée, cette sanction, à un enseignant du rectorat de Versailles, c'est parce qu'à l'entrée du conseil de discipline, j'avais demandé un historique des sanctions qui auraient pu, qui avaient éventuellement été affecté et donné à d'autres enseignants que moi avant ce conseil-là, et je n'ai jamais obtenu de réponse qui laisse entendre que je suis la première sans gradation auquel, puisque vous comprenez bien que normalement, on ne peut pas passer de but en blanc à une sanction qui va directement à la pire d'entre elles du 4e groupe, c'est-à-dire la révocation. C'est-à-dire qu'il aurait fallu prendre en considération une certaine progression successive de sanctions. Si j'avais été, par exemple, dans un délai de 3 ans, affecté à un abaissement d'échelon, puis à une rétrogradation, à un 3e conseil de discipline, on aurait pu évidemment envisager une éventuelle révocation vis-à-vis d'un individu aussi réfractaire que moi. Surtout qu'on n'avait rien à me reprocher dans le cadre de mon service. C'est-à-dire que dans le rapport disciplinaire qui a été lu, rien ne concernait mes états de service, ni mes qualités d'enseignante.
tout s'est basé sur mes activités en dehors de mon service en tant que lanceuse d'alerte, enseignante qui avait donc soi-disant brisé, on peut le dire comme cela maintenant, la loi du silence. Alors que ce devoir de réserve qui m'incombrait, soi-disant, n'existait pas dans la loi de 1983 qui régit les droits et les devoirs des fonctionnaires et en particulier des enseignants. Donc nous avons affaire à une sanction qui est parfaitement illégale à plus d'un titre. Mon avocat viendra dans les jours qui viennent s'exprimer sur cette question. Et ce dont vous parliez tout à l'heure, mon père, avant de vous laisser de nouveau la parole, je voudrais préciser que la sanction devait intervenir pour qu'elle soit légale au plus tard le 15 février 2019, puisque d'après leurs propres textes, et en particulier les textes de la CGT que nous avons eu l'occasion d'étudier et de consulter tout à fait attentivement, après un conseil de discipline, la sanction doit intervenir moins d'un mois plus tard, au plus tard un mois. Le conseil de discipline qui m'avait convoqué s'étant tenu le 15 janvier, j'aurais dû donc être notifié la décision plutôt de la sanction aurait dû être, elle aurait dû m'être notifiée au plus tard le 15 février. Or, je l'ai reçue le 19 mars. Donc, à ce titre-là, cette sanction est parfaitement illégale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, nous sommes dans une situation, on l'a vu dans d'autres cas, celui des Gilets jaunes notamment, mais au-delà même des Gilets jaunes, ceci se renforce et je deviens donc un exemple vivant du fait que le gouvernement actuel se contrefout totalement de l'état de droit et des lois. C'est-à-dire que les propres lois de la République aujourd'hui ne sont pas mises en œuvre par la République et ne sont pas respectées par les élites de la République. Ce qui fait que cette révocation n'a aucun fondement juridique à plusieurs égards. Et dernière chose dont je voulais parler, que vous commenterez peut-être mon père, et vous pourrez évidemment dire tout ce que vous voudrez concernant ce que je viens de signaler moi-même, c'est que, chose étrange, ou pas étrange du tout, nous sommes dans une situation où cette sanction contre Farida Belgoul pour avoir été la lanceuse d'alerte que j'ai été en tant que fonctionnaire, en direction des parents pour protéger les enfants de ces projets absolument invraisemblables qu'aujourd'hui l'éducation nationale prend en charge à partir des injonctions européennes et internationales, comme ces injonctions viennent effectivement de la Déclaration des droits sexuels, eh bien il n'y a eu aucune médiatisation dans les mainstreams. Ce qui est tout à fait étonnant, puisque le premier blâme dont que j'ai écopé en 2014 avait été l'objet d'une campagne dans les mainstreams. Le procès de Jouer les Tours a été aussi copieusement couvert en termes mensongers et calomnieux pendant son déroulé. Et cette sanction-là, la révocation, n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique. Je déplore aussi, par ailleurs, on en parlera tout à l'heure, que dans les médias du net alternatif, on n'en est pas parlé davantage, à quelques exceptions près, dont je remercierai tout à l'heure les auteurs qui sont Cross-Souplon, Christophe, Alexandre Le Breton et avec bien des péripéties aussi quand même, Monsieur Saber Solo. Donc nous en sommes tout de même du côté des médias alternatifs à connaître le même silence à l'égard de cette sanction qui est pourtant très très grave puisqu'elle fait jurisprudence maintenant. C'est-à-dire qu'il y a maintenant le cas Belgoul qui est une jurisprudence pour les enseignants, puisque celui-ci, à partir d'un devoir de réserve qui n'existe pas dans la loi, mais dont Jean-Michel Blanquer a l'intention d'introduire dans la loi, les enseignants vont pouvoir être eux aussi, comment dirais-je, sanctionnés quant à leur éventuel exercice de leur liberté d'expression. Mon père, pourquoi, à votre avis, les médias mainstream ne font-ils pas la publicité de cette révocation, puisque elle avait pour nous, a priori, valeur d'exemple pour effrayer les parents et en particulier les enseignants. Donc, ne pas faire de publicité de cette révocation, finalement, ne permet pas d'effrayer des populations qui ne sont pas informées. Écoutez, je pense que nous sommes face à un système de dictature, en quelque sorte, et les régimes de dictature n'ont jamais aimé avouer ce qu'ils faisaient. On peut se souvenir ici, par exemple, de la constitution de l'URSS sous Staline, qui, sur le papier, se déclarait être la plus démocratique du monde, et justement permettre la liberté religieuse, etc., etc. Tandis que M. Solzhenitsyn
et tant d'autres catholiques et croyants et musulmans sans doute, eh bien, pourrissaient dans les goulags soviétiques. Donc ces gens-là, en fin de compte, savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ce sont ni des maladroits, ni des gens qui agiraient avec une conscience déformée en quelque sorte. Ce sont véritablement, pour la plupart du moins, hein, des gens qui savent où ils veulent aller, qui savent parfaitement qui ils servent, quel est le maître qu'ils servent. Et c'est pour cette raison-là, à mon avis, qu'il y a le moins de publicité possible, car cette sanction est tellement scandaleuse et tellement contre nature, celle-ci de nouveau, qu'il y aurait vraiment de quoi faire frémir n'importe qui. Donc ça, je pense vraiment que c'en est une des grandes raisons. Ensuite, je pense que je prends toujours l'exemple de l'URSS parce que c'est toujours un exemple intéressant qui permet beaucoup d'analogies encore avec ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces régimes comme le nôtre à l'heure actuelle qui n'a ni barbelés, ni miradors, ni soldats en armes, quoique à partir de demain, j'ai l'impression que ça va commencer à sortir, eh bien, nous pouvons véritablement nous dire qu'il faut, oui, que ça soit le moins visible possible, hein, que l'on puisse le moins voir possible tout cela. Et il faut, pour que tout cela marche, eh bien, la connivence et la trahison de ceux qui devraient parler et qui ne parlent pas. Alors, vous parlez des nombreuses personnes sur le net, justement. Moi, je pense quand même qu'il faut ici viser l'ex-prétendue dissidence, dont on n'entend même pas mot. Je crois ne même pas avoir vu une ligne sur égalité et réconciliation en particulier. Donc, c'est vraiment une collision du silence, hein, le silence absolu. Et oui, surtout que Salim Laibi n'a rien dit non plus par rapport à ça. Hein. Voilà, Salim Laibi non plus. Et c'est pas que depuis aujourd'hui, hein, ça fait un bon bout de temps qu'il Bien sûr. Donc ces gens-là sont totalement déconsidérés et dès ce soir, nous pouvons dire que tous ces gens qui ne prennent pas fait et cause pour ce qui dépasse, comme vous l'avez très bien dit Farida tout à l'heure, votre personne, puisqu'il s'agit de quelque chose d'infiniment plus grave. Hein, c'était une espèce de fronton qui permettait d'éviter aux vagues les plus énormes de passer, disons. Eh bien, maintenant, elles vont pouvoir passer. Et quelle gravité également que le silence de vos pairs, c'est-à-dire ces instituteurs, ces professeurs, pardon, qui étaient là et qui non seulement n'ont rien dit, mais en plus ont été les plus virulents. Donc je pense que, voyez-vous, ils ont tout de même mauvaise conscience pour la plupart et pour les autres, ils savent parfaitement qui ils servent et parfaitement ce qu'ils font. Alors, quand on dit… Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que, pour en revenir un peu sur Salim Laibi, parce que pour moi, c'est un véritable scandale. Ça fait des années, mon père, qu'il ne parle pas. C'est depuis le putsch de Soral qu'il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il y a eu le blâme. À l'époque, il n'a rien dit. Et il y a eu l'affaire de Jouer les Tours aussi, où Farida a écopé d'une lourde amende. Il ne diffuse pas nos travaux. En fait, il boycotte finalement, comme les autres, toutes les actions proposées par Farida Belgoul pour sauver les enfants. C'est vrai. Il ne répond même pas à mes mails. Hein. Plusieurs fois, j'ai écrit à ce monsieur qui avant me répondait au moins par courtoisie et là, il ne me répond même plus. Donc, c'est vraiment la politique, comme d'habitude, de l'Édredon, quoi. Hein. Mais tous ces gens portent une responsabilité énorme et il faut qu'ils s'en rendent compte. Oui, pour en revenir, parce que je vois ça dans le chat, je vois que Lou Lilou dit que Salim est trop occupé sur les Gilets jaunes et l'Algérie. Ça date pas des Gilets jaunes et de l'Algérie. Le fait que Salim Laibi ne dise rien, ça fait depuis le putsch de Soral, c'est-à-dire que ça fait 4 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Et oui, c'est un silence véritablement volontaire auquel on assiste depuis assez longtemps. De toutes les façons, écoutez, il faudrait être totalement sourd pour ne pas entendre ce silence assourdissant
d'Internet, car vous-même, Farida, n'êtes capable de citer que 2 ou 3 noms de personnes en plus, bon, de grande qualité, certes, mais moins connues que certains qui auraient pu donner beaucoup plus d'audience à cette affaire qui est en fait très grave. Oui, c'est une affaire évidemment très grave puisque la sanction est illégale. La convocation du Conseil de discipline n'a pas de fondement. Aujourd'hui, on me signifie une sanction avec 1 mois et demi de retard quasiment. Donc, elle est normalement juridiquement irrecevable. Nous allons évidemment faire un recours. Moi, personnellement, je n'y crois pas, mais autour de moi, ceux qui veulent encore croire au droit, je vais les laisser agir. Nous en reparlerons. Nous allons donc faire le recours qu'il se doit, puisque la porte est ouverte pour cela sur le plan des textes. Mais moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, ni monsieur Jean-Michel Blanquer, l'hypocrite, catholique hypocrite, qui va à la messe le dimanche et qui vient sanctionner une enseignante qui prend les risques que j'ai pris pour protéger les enfants de la sexualisation précoce et de l'illettrisme. Et ce monsieur va à la messe le dimanche. Je dirais exactement la même chose de tous les imams de la République qui savent parfaitement ce qu'il en est des plans du gouvernement concernant les enfants, et en particulier les enfants musulmans dont ils sont censés avoir charge d'âme, dont ils se moquent absolument, puisqu'il est le quart du millième de leurs soucis que d'aider leur famille à effectivement permettre que leurs enfants soient instruits convenablement et surtout ces dernières années protégés de la sexualisation précoce. Alors on va nous dire, oh là là, division, il parle de R, il parle de Salim Laibi, il parle des imams, ils nous disent que Jean-Michel Blanquer n'est pas un bon catholique, enfin un catholique qui vient faire ce qu'il a fait récemment, ou les imams de la République qui viennent eux aussi finalement dans la même direction que Jean-Michel Blanquer, accabler tous ceux, les lanceurs d'alerte, en particulier ceux qui se sont entre guillemets spécialisés sur la défense de l'enfance, je veux dire qu'il ne s'agit pas de division, il s'agit au contraire de mettre en place du discernement. Parce que le système aujourd'hui, bien évidemment, il a son opposition contrôlée. Comme le disait Lénine, je crois, oui, c'est bien Lénine qui expliquait que la meilleure façon finalement de contrôler l'opposition, c'est de l'être soi-même. C'est de la mettre en place soi-même et d'avoir ses propres hommes dans l'opposition pour permettre effectivement que des débordements de résistance ne puissent pas mettre à mal le système en place. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où depuis la victoire des JRE de 2014, vous avez, je dirais, une convergence qui vient remplacer une autre. La JRE avait mis en place la convergence de toutes les forces vives pour défendre les enfants de la théorie du genre et de son enseignement immonde à l'école. Cette convergence et la mobilisation des quartiers populaires avec le retrait des enfants de l'école a conduit à la victoire en juin 2014. Et à partir de la rentrée suivante, c'est-à-dire 2 mois plus tard, nous avons assisté à une nouvelle convergence absolument étrange dans laquelle effectivement Soral, Laibi, Dieudonné, les catholiques de la tradition et j'en passe, ceux de droite et de gauche, sont venus casser l'élan de ce mouvement naissant qui était parti de la JRE et qui aurait pu aujourd'hui faire face, par exemple, à la généralisation de la loi Aubry, c'est-à-dire à la généralisation de l'éducation sexuelle. Et nous pouvons penser que la loi de Chiappa n'aurait pas vu le jour aussi facilement si le mouvement JRE et si la fédération des parents engagés et courageux avait pu se développer normalement. Et qu'est-ce qui a empêché le développement de cette organisation et de ce mouvement de défense des enfants? Eh bien, vous avez 2 noms. Hein. Vous avez 2 noms en particulier. On pourrait même en donner 3 peut-être. Vous avez Ludovine de la Rochère de la Manif pour tous. Vous avez Alain Soral qui me traite de taupe à longueur de journée, la preuve avec la révocation. D'égalité et réconciliation, et vous avez Salim Laibi, le libre penseur. C'est-à-dire que vous avez là les 3 forces qui, au niveau national, ont empêché de développer le mouvement JRE
qui est le seul mouvement jusqu'à nouvel ordre. Un jour, peut-être qu'un autre mouvement prendra la place, ce qui nous permettra, nous, de prendre notre retraite. Mais dans l'immédiat, il n'y en a pas d'autres. Et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas là de préconiser ou de nourrir une quelconque diffusion, mais de permettre aux gens d'y voir clair. Car ce qui se passe exactement en ce moment contre les enfants dépend aussi de cette opposition contrôlée, mon père. Et oui, oui, tout à fait. On a ici une véritable coalition, hein, soit du silence, soit de la parole, tout à fait dramatique. Et c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, vous, à votre place, Farida, moi, à la mienne en tant que prêtre, où en fin de compte, je suis extrêmement isolé. Et je me rends compte que j'ai énormément de mal à faire entendre eh bien, aux familles les réalités qui se passent à l'heure actuelle dans l'éducation nationale ou même dans les écoles privées sous contrat qui suivent allègrement, hein, si je puis dire, eh bien, tout ce qui peut se passer sur la sexualisation des enfants, la culture du tout sexe, le pansexualisme à tous les niveaux et à tous les étages de l'éducation des enfants aujourd'hui. Donc vraiment, hein, le mot qui règne, et je pense l'avoir vécu avec Farida et avec Roman, hein, c'est une très grande solitude. J'en vois sur le chat qui font des affaires de personnes, hein, en disant n'embêtez plus Monsieur Alain Soral, n'embêtez plus Monsieur El Albi, mais pareillement, toute cette affaire dépasse largement la personne de Monsieur Soral, de Monsieur Laibi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas grave. Nous sommes en train de parler justement de voix qui doit être entendue, et tous ceux qui sont conscients que nous ne luttons pas justement contre des hommes mais contre des démons, hein, qui ont forcément maille à partir avec ces personnages sinistres, eh bien devraient, hein, se faire l'écho de décisions, même s'ils n'aiment pas pour une raison ou une autre Farida, hein, que son discours ne leur plaît pas ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment la coalition du silence, hein. Je crois qu'on en est vraiment là. Et voilà ce qui aujourd'hui, eh bien, fait le meilleur travail du diable, fait le meilleur travail de tous ces gens, hein, entre les lâches, ceux qui ne parlent pas, ceux qui, pour des raisons de rancœur ou autres, ne veulent pas dire, etc. Et je ne sais pas comment on va sortir de cette situation. Oui, d'autant plus que si on regarde ce qui se passe du côté des enseignants et des représentants syndicaux, mon père, on est dans une situation où il aurait fallu évidemment que, indépendamment, et moi j'y étais favorable, de toutes les frictions qui avaient pu éventuellement faire se frotter les uns aux autres, qu'on garde quand même le cap sur la défense des enfants et un œil sur le sort des élèves de nos écoles en France. Parce que l'une des choses qui m'a été reprochée, qui a alimenté cette sanction disproportionnée et illégale qu'est la révocation, dont je suis aujourd'hui la victime, c'est par exemple le reportage sur un cours d'éducation sexuelle qui a eu lieu à Périgueux et qui mettait en scène une institutrice qui était par ailleurs membre du planning familial, qui avec une autre femme, elle-même membre du planning familial, faisait un cours d'éducation sexuelle à des petits de CM1 où il était question en direction d'enfants de 8-9 ans de sperme, d'éjaculation, d'érection et j'en passe. Eh bien, figurez-vous que au moment où parallèlement nous avons ce silence des mainstream et des médias du net sur cette convocation du conseil de discipline à l'égard de celles qui, que ça plaise ou pas, représente aujourd'hui le mouvement de combat pour défendre les enfants de ce qui se passe contre eux à l'école et notamment de cette sexualisation précoce dont on parle tous les jours. Eh bien, eux, ils ont défendu leurs profs. C'est-à-dire qu'ils ont pris la parole dans le conseil de discipline pour expliquer que j'étais absolument un personnage ignoble puisque j'avais dénoncé cette institutrice que depuis elle avait soi-disant
un cyberharcèlement qui la conduisait, la pauvre, à faire une petite dépression dont j'étais la responsable. Alors qu'en vérité, le premier reportage avait été diffusé par France 5 de manière extrêmement dithyrambique, considérant que c'était une expérience positive qui se menait dans les écoles de Périgueux. Donc, on m'a mis sur le dos le cyberharcèlement dont elle a éventuellement été, comment dirais-je, l'objet, parce que moi, j'ai fait un compte-rendu négatif de ce cours d'éducation sexuelle sur ma chaîne. Et d'ailleurs, avant de le faire sur ma chaîne, je l'avais fait à une rencontre organisée par le général Tauzin à Angers. C'est d'ailleurs là que cette vidéo, la mienne donc, avait été tournée. Et je me suis retrouvée dans une situation absolument incroyable, c'est que vous aviez des enseignants qui défendait une enseignante qui parlait d'éjaculation à des enfants de 8 ans et qu'il défendait contre une autre enseignante que j'étais qui réprouvait ce genre de cours. Donc, du côté des enseignants et des syndicats aujourd'hui qui font la loi à l'éducation nationale et à l'égard desquels finalement les parents se rendent en toute confiance, il y a une solidarité. Il y a une solidarité. Du côté de ceux qui sont censés représenter une résistance en France ou une dissidence plus ou moins étoffée, il n'y a pas de solidarité, je veux dire, sur le fond. Et là, on peut tout de suite se dire qu'il y a ceux qui croient dans leur cause et pour lesquels ils se mobilisent, même s'ils se haïssent entre eux, parce qu'ils se haïssent parfois entre eux. Et puis, il y a ceux qui montrent que, en fait, ils n'ont pas de cause. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, et vous-même, mon père, et Mehdi l'aurait dit de la même façon, et Roman également, nous pourrions soutenir, par exemple, des Marion Sigaud à laquelle nous n'avons pas d'atome crochu, mais que nous soutiendrons, comme je l'ai fait à plusieurs reprises ces derniers temps depuis la loi Chiappa, en exprimant le fait que celle-ci a raison de condamner les droits sexuels et que son analyse de la Déclaration internationale des droits sexuels et sa vue sur la République maçonnique est juste, comme je peux le faire par exemple à l'égard d'autres intellectuels qui ne sont pas forcément mes amis. Donc nous avons aujourd'hui ce problème de l'opposition contrôlée et qui vient en renfort du pouvoir. Donc les parents se retrouvent dans une situation, parce que finalement à terme c'est eux qui vont être dans la difficulté la plus grande, puisque c'est eux qui ont des enfants aujourd'hui à charge et que ce sont leurs enfants aujourd'hui qui sont en danger. C'est-à-dire qu'on nous dit que les gens du pouvoir n'ont pas d'enfants et que c'est la raison pour laquelle ils les attaquent, mais je peux vous expliquer aussi qu'il y en a pas mal dans la dissidence qui n'en ont pas des enfants et qui se moquent donc complètement du sort des enfants des autres. Oui. De toutes les façons, il y a quelque chose dont qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plan d'attaque de l'adversaire, hein, c'est l'isolement de l'enfant. Hein. Ça a toujours été ça d'ailleurs. Si on revient toujours au principe de base, qui est le début de tout ça, 1789, que s'est-il passé en 1789? C'est pas 1789 la date la plus importante, c'est 1792. 1792, fin des corporations, Isaac Le Chapelier, résultat, isolement de l'ouvrier. Que s'est-il passé? On le sait. Hein, tout le 19e siècle est là pour en témoigner. Ça a été une abomination. Hein, les enfants ont été mis au travail, les femmes également, etc. Eh bien, nous vivons à peu près la même chose. Nous sommes en train d'isoler l'enfant de sa famille naturelle, avec les lois sur le divorce, avec tout ce qui a pu se produire ces dernières années en particulier, et on pourra encore remonter plus loin. Donc c'est un isolement de l'enfant, et à partir de cet isolement de l'enfant, comme l'ouvrier a été isolé en 1792, eh bien ça va être son exploitation. Voilà ce qui va se passer. Nous sommes exactement dans la même situation, sauf qu'ici ce n'est plus l'ouvrier, c'est l'enfant. Et c'est encore plus grave, car nous avons affaire à encore quelqu'un de plus fragile. Et je pense que cette analogie est redoutable et on ne peut pas la contredire. Je ne vois pas par quel biais on pourrait la contredire, car nos adversaires fonctionnent toujours de la même manière. Hein, ils n'ont pas 36 manières de fonctionner. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui l'enfant est donc isolé, tel que l'ouvrier l'était, qui est devenu une proie facile pour la bourgeoisie qui voulait gagner beaucoup d'argent en investissant très peu, pour avoir un luxe de plus en plus important et
et une classe de plus en plus restreinte, eh bien voilà, aujourd'hui, nous allons vers l'isolement total de l'enfant. Absolument. Et moi, comme prêtre, j'y assiste régulièrement. J'ai affaire à des enfants qui veulent aller à la messe et dont les parents ne veulent absolument pas qu'ils aillent à la messe, et l'enfant se retrouve seul. C'est-à-dire qu'il se retrouve seul à vouloir, eh bien, aller dans le sens de la loi divine, c'est-à-dire le premier, deuxième commandement, honorer le nom de Dieu et lui réserver un culte particulier. Ce sont les enfants isolés qui tiennent cette place. Voilà où nous en sommes. Et nous en sommes effectivement à ce qu'aujourd'hui, malheureusement, un mouvement social d'envergure et courageux, même s'il y a évidemment des personnages en son sein qui veulent le détourner des véritables problèmes que rencontrent les enfants, qui ne disent pas un mot sur cette situation dramatique. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer avec d'anciens partenaires, c'est pas du tout mon propos. Mon propos est de dire justement ce que vous soulignez à juste titre, mon père, c'est qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas de défenseur. Il faut que les parents le comprennent, et c'est un appel que je fais aux parents en leur disant « Vos enfants n'ont que vous ». Et la peur qu'on essaye d'instaurer dans le cœur des parents n'est pas la solution. La solution, c'est effectivement le recours à Dieu. Il n'y a que lui qui, en s'adressant à lui, peut venir à notre secours, et en particulier au secours de nos enfants, mais ces prières doivent se doubler de notre action, et nous devons restaurer la présence de Dieu dans notre cœur, et nous devons aussi y mettre du courage, car sans le courage des parents, aujourd'hui, les enfants n'ont personne. Et d'ailleurs, à propos des parents, on peut dire que beaucoup d'entre eux, malheureusement, ne sont pas à la hauteur et se préoccupent beaucoup plus de considérations, je dirais, matérielles ou matérialistes, sans jamais envisager le sort qui est actuellement celui de leurs enfants, qui s'articule autour de deux piliers fondamentaux, contre lesquels moi je me suis élevé à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est la fabrication de l'illettrisme de façon à ce que ces enfants adultes, ne sachant ni lire ni écrire, ni prendre en charge leur existence, ne seront évidemment pas en situation de pouvoir se défendre. Donc finalement, tout ce que j'ai dit par rapport à la dissidence, cette pseudo-dissidence qui n'existe pas finalement, aujourd'hui nous renvoie à la responsabilité des parents. Les parents doivent impérativement reprendre leur courage à deux mains, considérer en effet qu'il se passe à l'éducation nationale pour leurs enfants, mais aussi dans les structures d'accueil de toutes les institutions qui les accueillent, les centres aérés, les colonies de vacances, des choses qui sont extrêmement dangereuses pour l'intégrité morale et physique de leurs enfants. Oui, et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. La généralisation des cours d'éducation sexuelle qui sont actuellement en vigueur et répandue finalement sur tout le territoire, puisque ça a fait l'objet d'une loi et d'une circulaire de Marlène Schiappa pour la généraliser, c'est que en fait d'avoir en fait des enfants qui sont, on va dire, comment on peut dire, qui sont soumis en fait à des cours d'éducation sexuelle de manière précoce, les coupent de leurs parents. Parce qu'un enfant qui est développé, dont la sexualité est développée de manière précoce, se coupe de ses parents. Oui, c'est une chose qui a été déjà révélée par un rapport Rodriguez qui a bien compris, en effet, que la simulation sexuelle, pour la nommer comme cela, vient finalement couper la génération des enfants de la génération des parents. Donc nous sommes maintenant dans un changement de paradigme. Finalement, il s'agit, par la stimulation sexuelle, dont on nous dit qu'elle est nécessaire pour se protéger, par exemple, de la pornographie, d'intégrer finalement une forme de pornographie par les cours d'éducation sexuelle à l'école, de façon à finalement normaliser complètement cette présence du sexe dans l'espace public, dans les espaces d'éducation et d'instruction des enfants, et qui vient non pas combattre finalement la pornographie, mais au contraire la conforter, la valider. Donc, j'en reviens à la question des parents aujourd'hui et de la crainte qu'ils manifestent sans arrêt. Nous avons tous les jours des parents qui nous appellent pour nous dire que faire. Et quand on leur propose des actions qui sont quand même à leur portée, on les voit tous finalement céder au chantage des institutions parce que, justement, le courage manque, le discernement manque,
et les actions ne sont pas mises en place pour que des enfants qui ont le besoin impératif d'être protégés par les parents le soient. Donc si la situation continue d'involuer de cette façon, nous allons nous retrouver avec une génération qui non seulement, et c'est déjà le cas, ne maîtrise ni le lire ni l'écrire, mais qui en plus vont devenir, si je peux m'exprimer ainsi, des obsédés sexuels. Et lorsque nous serons dans une société où ces phénomènes mortifères seront absolument généralisés, nous pourrons forcément imaginer que le châtiment de Dieu ne sera pas très loin. Parce que comment imaginer que la civilisation, que l'humanité, que la création puisse continuer dans cette direction sans une intervention divine qui sera celle du châtiment. Or, aujourd'hui, il est possible aux parents de dire non aux plans qui viennent aujourd'hui atteindre l'intégrité de leurs enfants. Il faut impérativement que ceux qui nous écoutent ce soir viennent partout où ils le pourront faire l'information sur la déclaration des droits sexuels. Il y a sur le net, sur ma chaîne, mais aussi d'autres chaînes, des vidéos qui expliquent quels sont les plans du pouvoir contre les enfants pour leur sexualisation. Il y a aussi le fait que les parents doivent se rassembler dans leur région, essayer à tout prix de créer des liens pour envisager des actions qui pourraient effectivement protéger les petits. Voilà, moi je pense que ce que Farida énonce là comme partie de solution est quelque chose qui m'a toujours séduit, parce que ce que Farida nous donne toujours, ce ne sont jamais des solutions extrêmement abstraites et absolument impossibles à mettre en œuvre. Au contraire, ce sont des solutions très pratiques et qui peuvent se faire autour de chez soi. Hein, je me souviens de plein de choses que vous avez pu mettre en œuvre. En particulier, je me souviens des contes, par exemple. Bah, ça a l'air de rien, les contes, mais ça rapproche les parents des enfants, ça permet de se réunir, ça permet de refaire ce que jadis on appelait les veillées, qui réunissaient la famille. Tout ce qui va aller, en fait, pour lutter contre l'isolement de l'enfant. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et il faut transmettre aux enfants l'idée qu'une famille est constituée forcément, pour des raisons qui tiennent à la loi naturelle, d'un homme et d'une femme, que ces enfants doivent sortir de leurs reins et que dès lors qu'ils en sont arrivés justement à naître dans ce monde, que l'homme et la femme qui sont les parents de ces enfants prennent en charge leur éducation au vrai sens du terme. Aujourd'hui, nous en sommes même arrivés à considérer que c'est aux parents d'instruire leurs propres enfants. Quand nous parlons d'instruction, nous parlons d'une chose qui est très simple. Il faut impérativement que les parents, que ce soit le père, la mère, y compris dans les couples divorcés ou en conflit, s'ils aiment leurs enfants réellement, qu'ils se chargent de vérifier que leurs enfants savent bien lire et bien écrire. Apprendre à un enfant à lire et à écrire est une chose qui est simple, contrairement à ce que disent les institutions, à ce que prétend le pouvoir, notamment celui de l'éducation nationale. Nous n'avons pas besoin d'une formation de 10 ans pour apprendre à lire et à écrire à nos enfants. Ce qu'il faut, c'est bien maîtriser la technique que nous offre la méthode syllabique, qui permet ensuite à des parents, même d'un niveau scolaire moyen ou faible, d'enseigner le lire et l'écrire et la grammaire aux enfants. Il y a effectivement, nous ferons un live là-dessus bientôt, si vous le voulez bien, mon père, pour montrer que cette instruction doit être prise en charge par les parents quand les parents n'ont pas la possibilité, par exemple, d'inscrire leurs enfants dans des écoles hors contrat. Si les parents, aujourd'hui, ne s'investissent pas, je le répète, dans cette éducation qui leur appartient de façon naturelle, eh bien, personne d'autre ne le fera à leur place. Et au contraire, nous assisterons à la mise en place de politiques ou au renforcement plutôt de politiques qui conduiront à l'illettrisme des enfants. Cet illettrisme des enfants est un préalable à l'éducation sexuelle. Il faut bien comprendre que ce que j'appelle le constructivisme intellectuel, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui à l'école on n'apprend pas convenablement à partir de méthodes traditionnelles, progressives et efficaces, à apprendre à lire, à écrire et aux enfants, c'est le même phénomène qu'on trouve dans le domaine sexuel, c'est-à-dire que on fait croire aux parents, on fait croire aux enfants à l'école que non seulement ils sont leurs propres maîtres dans le domaine de la
apprentissage intellectuel, mais qu'ils sont aussi leurs maîtres dans le domaine de leur identité sexuelle, ce qui est évidemment une folie douce. C'est comme si on expliquait aujourd'hui à des enfants qu'ils sont leurs propres créateurs, c'est-à-dire qu'ils pourraient eux-mêmes choisir leur propre identité sexuelle et qu'à partir du choix qu'ils feraient, la société viendrait les aider justement avec des amputations, avec des traitements hormonaux, déterminer quel est le sexe de leur choix. Nous sommes en plein délire pervers. Si les parents ne prennent pas à leur charge cette éducation qui doit s'articuler autour de ces deux piliers, l'instruction et l'intégrité et la défense et la sauvegarde de l'intégrité sexuelle de leurs enfants, nous allons avoir dans les quelques mois, quelques années qui viennent, affaire à une génération qui ne sera plus humaine au sens où nous l'avons compris depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire que nous allons avoir des gens qui vont considérer que l'identité sexuelle est un choix et qu'ils sont leurs propres maîtres sur le plan intellectuel, ce qui est une impossibilité naturelle. C'est ça. D'ailleurs, on se rend compte, les chiffres sont là pour le confirmer. Hein. Il y a toujours eu des erreurs de la nature. Hein. Ça a toujours existé, mais c'est quelque chose d'infinitésimal et ça a toujours pu être réglé par la chirurgie et surtout par un suivi psychiatrique sérieux pour pouvoir confirmer qu'il y a vraiment une erreur dans la nature. Aujourd'hui, c'est une incitation pour choisir sa vie. Alors moi, j'y vois une application de tout ce que Jean-Paul Sartre a enseigné, avec justement avec son choix absolu de ce que l'on doit être dans la vie, et surtout rien d'imposer d'extérieur. Évidemment, on touche encore à la personne du créateur derrière tout cela. Je dois dire aussi une autre chose, c'est que on parle de pornographie. La pornographie, il faut se souvenir qu'elle a été inventée au début du siècle dernier dans une fin anticléricale, car on y voyait très souvent en œuvre des ecclésiastiques, des religieuses, etc. C'était fait pour moquer l'Église et pour mettre à mal cette forteresse à l'époque qui était là justement pour empêcher les satanistes et autres de pouvoir arriver à leur fin. Donc aujourd'hui, il semble qu'on y est presque. C'est pour ça qu'il y a également cette insistance extraordinaire, statistiquement parlant, sur l'Église concernant les cas de pédophilie, car on ne parle que d'elle. De rabbins incriminés, pas un mot, de pasteurs incriminés, pas un mot, etc., etc. On pourrait en dire long là-dessus. Et la pornographie ne va pas créer des êtres qui vont être des obsédés sexuels, je ne le pense pas. La pornographie va créer des gens totalement asexués et qui vont encore être isolés, encore une preuve de la volonté d'isolement de l'individu. L'individu est seul avec une sexualité virtuelle qui n'existe pas en fait et dans laquelle il va rêver et il va vivre dans le domaine de l'imagination. Et ça va être un homme qui sera incapable d'être un père de famille, une femme qui va être incapable d'être une mère de famille. Et voilà la gravité de tout cela. Et tout cela, on ne peut pas dire que l'on y va, on peut dire que ça y est, on y est. Non, moi, je pense, mon père, si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'à mon avis, la pornographie, comme bien d'autres choses, finalement, comme toutes les pratiques sexuelles un peu délirantes, ça vise, à mon sens, à détacher en fait le plaisir, la procréation du plaisir ou le plaisir de la procréation, à mon avis. C'est-à-dire que ça pousse parce qu'on le voit bien, si vous voulez, c'est tout plein de... ça n'a plus rien à voir, si vous voulez, la pornographie n'a rien à voir avec la relation qui a lieu entre un homme et une femme qui s'aiment et qui sont mariés, et voilà, qui font d'une famille. L'ouverture de la vie, bien sûr. C'est-à-dire que on est dans des pratiques sexuelles totalement libres et sans règles, qui ont tous les objectifs possibles sauf celui de la procréation. Et dans le même sens, on a détaché la procréation de la relation entre le père et la mère.
avec tout ce qui est PMA, GPA, etc. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des couples de même sexe d'avoir un enfant, d'avoir leur enfant. Alors qu'en fait, c'est pas possible, puisque ce n'est pas leur enfant, puisque c'est un enfant qu'ils ont acheté ou qu'ils ont adopté, etc. C'est donc, on a détaché la procréation finalement du plaisir sexuel naturel qui a lieu entre un homme et une femme qui s'aiment. Et la pornographie rentre totalement dans cette... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la pornographie. Le fait de détacher la procréation du plaisir sexuel, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que c'était forcément pousser les enfants, on le voit pour ceux qui sortent des réseaux pédocriminels par exemple, à être des obsédés sexuels. Est-ce qu'on a l'intention, avec ces cours et cette mise en œuvre de la déclaration des droits sexuels, qui sont en fait une déclaration des interdits sexuels ? Parce que ce qui est préconisé aujourd'hui dans la déclaration des droits sexuels, c'est exactement ce que Dieu interdit aux hommes de pratiquer dans le domaine du sexe, c'est-à-dire par exemple des relations sexuelles hors mariage, c'est-à-dire par exemple des relations qui sont forcément naturellement stériles et qui nous conduisent à envisager d'obtenir des enfants par d'autres moyens que ceux que Dieu a mis en œuvre pour les hommes. C'est comme ça que l'ouverture d'un marché scientifico-commercial peut se mettre en place et où des hommes et des femmes qui ne l'auraient pas conçu 6 mois, 1 an, 2 ans avant, finissent par envisager finalement, pourquoi pas, d'acheter des gamètes, d'acheter du sperme, de faire des inséminations artificielles, pourquoi pas aussi de travailler dans le domaine de la mise en place d'un utérus artificiel, c'est-à-dire que cette séparation du plaisir de la reproduction a des conséquences absolument interminables et indéfinies. De la même façon que le mariage homosexuel de 2013 a ouvert la porte justement à ces cours d'éducation sexuelle, à la PMA et à la GPA, et finalement au retrait dans la légalité des textes juridiques de l'autorité parentale, parce que nous avons évidemment entendu parler tous aujourd'hui, il y a quelques semaines, de la volonté de voir apparaître sur les formulaires scolaires les notions de parents 1 et 2 qui devaient supprimer la notion naturelle de père et de mère. Donc, cette question sexuelle ne se limite pas finalement à une question prude de bigot, de bénitier que nous serions parce que nous estimerions que effectivement en dehors du mariage la sexualité n'aurait pas droit de cité parce que nous sommes simplement des frustrés dans ce domaine. Non, nous sommes conscients du fait que Dieu a conçu un type de relation qui permet pour la génération qui vient d'avoir le cadre familial qui est naturellement en place pour octroyer aux générations qui viennent des parents et l'éducation qui va avec la présence de parents protecteurs dans le foyer. On ne peut pas penser aujourd'hui que des enfants qui sont achetés sur un marché international pourraient avoir de la part de ces parents adoptifs qui ont payé pour en disposer la même protection, la même éducation que des parents qui seraient existants de par justement le fonctionnement naturel des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui nous estimons que nous devons combattre la déclaration des droits sexuels, parce que cette déclaration des interdits sexuels qui va trouver sa place dans tous les enseignements d'une façon absolument antinaturelle, parce que forcément anti-religieuse, met en danger l'humanité tout entière. C'est ça. Et il ne faut jamais oublier que la vie jaillit de l'amour d'un homme et d'une femme, que c'est d'abord un don de Dieu et que ça ne jaillit pas d'une carte bleue ou d'un portefeuille bien garni. Ça, c'est évidemment extrêmement important d'avoir ça en tête. Et là, évidemment, ça vient conforter l'idée du Dieu argent qui vient, remplacer le vrai Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des mouvements sociaux qui se préoccupent beaucoup, et nous le comprenons compte tenu de la misère qui s'abat sur les gens, mais qui se préoccupent beaucoup trop, on va dire, non pas beaucoup tout simplement, mais beaucoup trop du niveau de vie et du pouvoir d'achat, quand parallèlement, cette préoccupation fait disparaître justement les préoccupations qui devraient se diriger en direction de l'éducation et de la protection de nos enfants. Donc, il est impératif que nous revenions sur les déclarations que je faisais au début de ce live, c'est qu'aujourd'hui, tout incombe aux parents, que les parents ne
peuvent plus compter sur les institutions de la République, que cette République athée a pour objectif de mettre en place des familles qui ne sont pas des familles, de mettre en place des cadres qui ne sont pas naturels pour élever des enfants et qui vont forcément conduire à un changement de paradigme qui va permettre au nouvel ordre mondial de s'installer d'une façon totalement à rebours de la loi de Dieu. Oui, tout ça me semble tout à fait évident. Je pense qu'il faudrait esquiver des moyens simples à mettre à la portée des gens, justement, pour pouvoir permettre de maintenir et de continuer ce que la loi naturelle demande, et la préservation. Les moyens ne sont plus simples aujourd'hui, malheureusement, mon père. C'est qu'on a laissé tellement faire, on a laissé tellement avancer ce nouvel ordre mondial qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est réellement difficile. Moi, je le reconnais. Il est difficile, par exemple, de dire aux gens, eh bien oui, la femme doit rester à la maison pendant que l'homme, lui, va chercher de l'argent. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'un mariage sur 3 ou une alliance sur 3 échoue sur les rives du conflit conjugal. Donc évidemment, on se retrouve avec des familles monoparentales la plupart du temps composées de la mère et des enfants, mais il y a aussi des familles monoparentales avec des hommes. Et la famille monoparentale n'est pas le cadre qui va permettre, le meilleur cadre en tout cas, qui va permettre à la mère seule ou au père seul de protéger les enfants. Donc nous allons être dans l'obligation aujourd'hui de considérer qu'il faut, sur le plan local et familial, que ce soit avec les grands-parents, avec les oncles et les tantes, avec peut-être des amis dans lesquels on a confiance parce qu'on les connaît depuis très longtemps, de mettre en place des structures de solidarité, d'alliance, d'échange, de collaboration pour que ceux qui sont dans des situations de désir de protéger les enfants puissent s'allier ensemble pour justement y parvenir, parce que la brebis égarée seule, nous le savons, est forcément dévorée par le loup. Une mère seule avec ses enfants aujourd'hui prend forcément, en les déscolarisant par exemple, le risque de se voir retirer ses enfants par une intervention intempestive et abusive de l'ASE. Donc il n'est plus possible de dire que les choses sont simples, malheureusement. Je crois qu'il est simple pour des parents qui restent solidaires et aimants l'un vis-à-vis de l'autre de prendre des mesures pour que effectivement la maman reste à la maison et que dans ce cadre-là, les enfants puissent ne pas aller à l'école, au moins pour toute la période qui concerne le primaire, que durant ces années-là, l'objectif prioritaire soit laissé à la charge de la mère pour qu'elle apprenne à ses enfants à lire et à écrire. Nous avons mis en place, et nous pouvons donner des renseignements sur cette question, Romane et moi, nous avons mis en place une formation pour les familles afin que celles-ci soient formées pour pouvoir effectivement apprendre à lire et à écrire à leurs enfants avec la méthode syllabique que nous avons mis en ligne au sein de ce magistère de l'instruction publique qui existe et dont personne ne parle depuis 2015. Donc, on peut nous écrire à contact@mouvement-jre.com pour effectivement vous délivrer cet enseignement à la maîtrise de la méthode syllabique qui fera de vous les maîtres de vos enfants, les instituteurs de vos enfants, puisque vous allez vous retrouver capables, compétents pour apprendre à lire et à écrire à vos enfants. À partir du moment où les enfants ont appris dans un milieu familial sécure, apprendre à lire et à écrire, on peut envisager après de les rescolariser. La loi nous permet aujourd'hui de faire l'école à la maison. Mais pour combien de temps ? Donc tous les parents qui aujourd'hui hésitent à déscolariser leurs enfants alors qu'ils en ont les moyens, au moins les moyens familiaux à partir du moment où effectivement la mère est à la maison, eh bien vont peut-être finalement contribuer malheureusement à leur corps défendant à l'interdiction d'école à la maison. Il n'est pas impossible que cette interdiction nous tombe sur le nez bientôt. Et là, nous serons combien à avoir regretté de ne pas avoir déscolarisé nos enfants? Il sera malheureusement trop tard. Il est possible, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, mon père, de raconter régulièrement, lorsque malheureusement les deux parents travaillent, des contes à nos enfants. Pourquoi les contes? Parce qu'il y a dans les contes un enseignement traditionnel qui remet les choses à l'endroit. Un homme est un homme, une femme est une femme, l'homme protège la femme instruit et protège ses enfants. Le courage
est une denrée, une qualité nécessaire à l'éducation des enfants et les parents doivent effectivement faire preuve de ce courage, mais de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-devant de conflits frontaux avec l'administration aujourd'hui parce que nous prendrions effectivement le risque de se retrouver avec des problèmes administratifs absolument insolubles. Donc nous ferons bientôt un live sur cette question. Il est possible aussi, lorsque les parents sont soudés, d'aller dans les écoles, interpeller la directrice et les enseignants de ces écoles pour effectivement exprimer le fait que nous ne voulons pas de cette éducation sexuelle qui n'est pas une matière anodine, évidente et naturelle en direction des enfants. Je crois que si les parents prenaient leur courage à deux mains pour dire que, en direction des responsables des écoles, qu'ils refusent cette éducation sexuelle, eh bien, ils gagneraient du temps. Et le temps aujourd'hui gagné, c'est combien d'enfants sauvés. Si une mobilisation, je dirais, dans une école permettait de créer un petit rapport de force qui empêche la directrice de généraliser ses cours à son établissement, eh bien non seulement vous sauveriez vos enfants, mais en même temps vous contribueriez à sauver tous les enfants, par exemple des familles monoparentales qui ne pourraient pas avancer à visage découvert dans ce combat. Il est aujourd'hui extrêmement important, mais je sais que c'est difficile, de patienter pour créer des comités de parents qui ne soient pas des comités qui intégreraient les conseils d'école. Il y a beaucoup de familles qui m'ont appelé pour me dire qu'elles s'étaient inscrites et finalement ont été élues, inscrites sur les listes électorales des conseils d'école ou des conseils d'administration des lycées. C'est une erreur parce que nous n'avons pas, en tant que parents, les moyens de résister au rouleau compresseur qui s'exerce dans les conseils d'école. Ce que nous conseillons, c'est de faire des comités de parents à l'extérieur des établissements scolaires pour envisager des actions de protection des enfants, établissement par établissement, et de mettre en avant ceux qui ont les garanties sociales et professionnelles les plus fortes et les choisir en tant que porte-parole. Il est évidemment pas possible de prendre une femme seule avec des enfants au RSA pour en faire un leader local sur un établissement scolaire parce qu'elle se verrait immédiatement accablée par les représailles du système. Donc, toutes ces perspectives doivent être discutées. Nous y reviendrons, nous, sur notre live, avec des propositions concrètes. Nous avons proposé au mois de septembre dernier que des demandes d'opérations portes ouvertes soient exigées de la part des parents en direction des établissements scolaires. Pourquoi ? Parce qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'envisager de faire des journées de retrait de l'école parce que le système sait désormais comment les réprimer. Mais vous pouvez, à contrario, rentrer dans l'école pour demander à partir d'un comité constitué à l'extérieur de l'école d'avoir un regard sur ces cours d'éducation sexuelle et votre demande de contrôle sur ces cours d'éducation sexuelle va forcément produire une annulation de ces cours. Il faudra encore du temps de gagner, des forces qui vont se constituer, un développement du comité local qui pourra effectivement se développer et à partir de là, petit à petit, en arriver à protéger le plus d'enfants possible, car nous sommes malheureusement aujourd'hui, contraints d'envisager de sauver les meubles. Le coup de feu a été tiré. Les parents aujourd'hui se sont, on va dire vulgairement, couchés, c'est-à-dire que le système travaille au consentement des parents. Il en arrive même bientôt avec les cours d'éducation sexuelle à travailler le consentement des enfants dans le cadre de relations sexuelles libres qui pourraient même s'effectuer avec des adultes. Donc la situation elle est extrêmement grave. On cible effectivement l'Église. Il faut savoir que le premier endroit où aujourd'hui le danger est le plus grand, c'est quand même l'école publique et les écoles catholiques sous contrat. Et si les musulmans imaginent, parce que souvent je l'entends de leur part, qu'ils pourront ne pas être concernés parce qu'ils sont musulmans par les politiques internationales de sexualisation précoce, eh bien malheureusement ils se trompent et eux aussi doivent entrer dans les combats de la cité pour sauver les enfants.
considérer qu'en tant que musulmans, ils sont français, si tel était le cas, et qu'ils aillent vers les catholiques, qu'ils aillent vers les agnostiques pour organiser ces comités et mettre en place des mesures qui pourraient effectivement défendre les enfants de ces plans qui sont absolument désastreux pour le développement naturel des petits. Eh oui. Alors, moi j'ai l'expérience tout de même suivante, qui est une expérience assez terrible, c'est de voir que lorsqu'on essaye de mettre des structures en place, bon, ce qui est mon cas depuis pas mal d'années maintenant, des structures où on a les méthodes traditionnelles pour lire, pour compter, etc., la méthode de Singapour, toutes ces méthodes-là, qui sont bien sûr excellentes, que créer un cadre sécurisé pour que les enfants vivent une vie d'enfant et pas une vie d'adulte précoce, en y étudiant ou en côtoyant des discours qui ne sont pas du tout à leur portée et qui risquent de les briser à tout jamais, eh bien, malgré ça, vous avez des parents qui veulent tellement suivre l'institution qu'ils refuseront la proposition. Et je le vois aujourd'hui, ça. Et c'est quelque chose de terrible. Donc, il y a une espèce de forme de conformisme moutonnier qui fait que, vous savez, comme quand il y a un troupeau de moutons, eh bien, le mouton veut sentir le derrière vous voyez, avoir le museau dans le derrière du mouton qui est devant pour bien sentir ce qui se passe. Et si le premier mouton l'envoie dans le ravin, c'est pas grave, il faut être là. Et souvent, eh bien, je vois des familles réagir comme ça. Donc, il faut également se dégager d'un certain conformisme aujourd'hui. Et sinon, on n'arrivera pas à pouvoir sauver au moins les enfants qui restent sauvables aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il faut le dire parce que c'est quelque chose de très paradoxal et qui semble que peu de gens connaissent, ce que je suis en train de décrire là. Il y a une espèce de syndrome de Stockholm, en fait, où on en arrive à des gens qui finissent par aimer leurs persécuteurs. Absolument, absolument, oui. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose, Farida et mon père, c'est que il faut absolument que les gens qui écoutent ce live et pour ceux qui écouteront sa rediffusion partagent en fait le fait que Farida a été révoquée de l'éducation nationale. Donc, si je peux employer un terme un peu plus vulgaire, on peut dire virée, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la révocation, parce que c'est un terme, on va dire, restreint aux fonctionnaires. Mais voilà, Farida vient de se faire licencier de l'éducation nationale et par là, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est absolument, c'est gravissime dans le sens où plus aucun prof n'osera parler sous peine d'être révoqué à son tour. Donc là, on se retrouve dans une situation avec la révocation de Farida. Ça ne concerne pas seulement Farida en tant que personne, ça la concerne évidemment, mais pas seulement, ça concerne tous les professeurs qui, dès lors que ils seront, on va dire, ils auront plus peur que jamais de parler, sous peine d'être à leur tour révoqués eux-mêmes. Donc il faut absolument que les gens qui écoutent ce live et pour ceux qui écouteront sa rediffusion, qui n'ont pas pu être présents ce soir, diffusent au maximum sur les réseaux sociaux, à leurs amis, à leurs familles, autant qu'ils peuvent, le fait que Farida a été virée de l'éducation nationale, si je peux m'exprimer comme ça, pour que ça soit bien clair. Oui, parce que les parents ont toujours tendance, mon père, lorsqu'ils nous contactent, à vouloir entrer, et c'est tout à fait naturel comme réaction, à vouloir entrer en contact avec les représentants de l'école, les enseignants, les instituteurs, les principaux adjoints, les directeurs d'établissement, pensant que dans le dialogue avec les représentants de l'institution scolaire, ils se feront entendre, ils se feront comprendre, un peu comme les Gilets jaunes aujourd'hui s'adressent à Macron et au gouvernement, leur demandant de bien vouloir les écouter, de les prendre en considération. Moi, je veux vous dire que ça ne marche pas et que la révocation en est la preuve évidente et définitive. Il n'est pas question aujourd'hui pour l'institution scolaire de prendre en considération les desiderata, les inquiétudes des parents. Ils ont un agenda. Dans cet agenda, il est question de mettre et de généraliser un aspect de la Déclaration des droits sexuels. L'éducation sexuelle n'est qu'un aspect
de la Déclaration des droits sexuels. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent impérativement, il y a de quoi sur le net, s'informer sur les différentes dimensions que prend cette Déclaration des droits sexuels, et notamment le fait qu'aujourd'hui, dans cette déclaration que nous appelons des interdits sexuels en ce qui nous concerne, que l'enfant est considéré comme une personne, qu'il n'y a donc pas de limite d'âge pour circonscrire aujourd'hui la personne à, je ne sais pas, un adolescent ou un adulte constitué. Donc aujourd'hui, la personne, ça peut être un enfant de 3 ans. Donc un enfant de 3 ans, si c'est une personne, eh bien, en tant que personne, on lui donne le droit d'avoir accès à ce que les parents, naturellement, lui interdisent sexuellement de faire, ce que Dieu interdit à nous aussi, les adultes, de faire. Donc nous sommes maintenant, avec ma révocation, dans la certitude que le dialogue n'est pas désiré par l'administration scolaire, le dialogue n'est pas possible avec l'administration scolaire, que ceux qui voudraient dialoguer avec les parents se retrouveraient immédiatement châtiés à leur tour, et que donc on les met dans la situation de devoir mentir aux familles pour sauver leur poste, ce que je n'ai pas fait. En n'ayant pas menti aux parents, j'ai perdu mon travail, avec les conséquences évidemment douloureuses qu'on imagine qui vont avec. Mais vous avez gardé votre honneur. Il faut savoir aussi qu'un fonctionnaire ne cotise pas au chômage, puisqu'on lui accorde la sécurité de l'emploi à partir du moment où il a réussi un concours qui lui permet d'être dans un poste à vie. Donc, tous ces enseignants, tous ces personnels de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont révoqués, se retrouvent sans moyen de subsistance hors du RSA. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas droit à 1 année ou 2 années ou 3 années de chômage, durant lesquels ils pourraient effectivement financièrement se retourner pour éventuellement envisager une réorientation professionnelle, ce qui ne sera pas mon cas par exemple, puisque à 61 ans évidemment je ne risque pas de retrouver un emploi quelque part, étant trop âgé de ce point de vue-là. Donc la révocation, ma révocation, est une mesure aujourd'hui qui doit éclairer tous ceux qui pensent que le dialogue est possible avec l'administration scolaire, qui pensent que l'école de la confiance de monsieur Jean-Michel Blanquer peut être une réalité. Nous n'avons pas affaire à une école de la confiance, nous avons affaire à une école du silence, et sortie de ce silence, c'est l'école de la répression qui fera son œuvre. Et il est absolument impératif d'utiliser ma révocation pour faire prendre conscience aux familles qui ne sont pas encore éveillées des dangers qu'encourent leurs enfants, puisqu'on en arrive finalement à révoquer une enseignante qui n'a rien fait de mal. Parce que c'est ça qui est important de comprendre. Farida Belgoul n'a pas violé d'enfants à l'éducation nationale, n'est pas partie avec la caisse de l'éducation nationale, n'a pas assassiné un membre de l'éducation nationale. Farida Belgoul s'est simplement levée pour dire, à visage découvert, en s'adressant aux familles, que l'illettrisme était organisé par l'école et que de surcroît cette école organisait la sexualisation précoce de leurs enfants. C'est pour ces 2 raisons-là que je suis révoquée aujourd'hui. Donc les parents aujourd'hui ne peuvent absolument pas compter sur les fonctionnaires de l'éducation nationale pour obtenir la moindre information réelle, la moindre vérité concernant ce qui est mis en œuvre actuellement dans les classes. Nous avons maintenant des intervenants extérieurs qui viennent ou du planning familial ou du lobby LGBT en ligne directe pour s'adresser à nos enfants dans des termes qui sont inacceptables aux parents. C'est que il n'est pas acceptable pour les parents que des adultes, que des inconnus viennent envisager de tenir des propos sur l'intimité de leurs enfants et par là même les effracter sur ce plan. Car parler de sexe à un enfant est une attitude qu'un adulte s'adresse à un enfant pour lui parler de sexe ou de sexualité est une attitude, je suis désolée de le dire, qui est pédophile. Tout à fait. C'est-à-dire que dans la loi avant, c'est comme cela que l'on entendait les choses. Un adulte ne doit pas, il lui est interdit
normalement, à la fois par la loi naturelle, mais qui s'est retrouvée prolongée par la loi des hommes, un adulte n'était pas autorisé à parler de sexe à un enfant parce qu'il s'agissait forcément, dans cette matière particulière, de le stimuler sexuellement, voire même y compris de la part de l'adulte en question, d'être lui-même stimulé sexuellement par les propos qu'il pourrait tenir. Donc nous sommes aujourd'hui dans une véritable nasse de laquelle il faut faire sortir les enfants. Et la seule instance qui puisse aujourd'hui être efficace pour protéger les enfants, c'est l'instance familiale, je veux parler des parents, à condition que ceux-ci, parallèlement à leurs actions, demandent le secours du Seigneur des cieux et de la terre, de celui qui a tout créé et qui fait qu'aujourd'hui, la puissance des parents ne peut venir que de lui. Il ne faut pas croire, comme les gilets jaunes, qu'il suffit d'aller courir dans les rues de manière désordonnée et de subir la répression de l'État pour obtenir de cet État un quelconque résultat. Vous devez vous adresser à Dieu et tout en vous adressant à Dieu, en lui demandant son aide, vous devez vous organiser localement pour agir de manière rationnelle et mettre en place des cadres et des mesures protectrices en direction des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que, finalement, pour mettre une petite phrase là-dessus, il faudrait que les parents craignent plus Dieu que l'institution. Exactement. Puisque là, on est en fait dans un... Enfin, on est à l'inverse, là, pour l'instant. Pour l'instant, nous, ce qu'on constate, qu'ils soient musulmans, chrétiens, catholiques, agnostiques, etc., c'est que les parents craignent beaucoup plus l'institution que Dieu. Alors ça peut paraître vraiment, on est à contre-courant, nous en avons tout à fait conscience, mais nous savons aussi que beaucoup de gens sur cette terre, et en France en particulier, continuent de mettre tous leurs espoirs en Dieu, contrairement à ce que dit la doxa. C'est-à-dire qu'on nous fait croire aujourd'hui que tous les Français sont des athées, que la République a complètement gagné sur ce terrain, les difficultés de la vie conduisent très souvent l'être humain à reconsidérer les choses, et puis Dieu étant présent en permanence à nos côtés, il nous fait parfois signe au point que nous sommes en situation de remettre en cause nos préjugés initiaux. Et aujourd'hui, la présence de Dieu est visible à beaucoup de gens malgré tout. Et ce sont ces personnes qui vont pouvoir jouer un rôle décisif en France. Nul autre profil spirituel ne pourra l'emporter contre les forces obscures qui aujourd'hui sont en œuvre dans le pays. Il faut savoir que la fuite, moi j'ai vu beaucoup de commentaires sur ma chaîne en provenance des musulmans en particulier qui nous disent il faut faire la hijra, c'est-à-dire changer de pays, partir, aller dans les pays musulmans. Il n'y a plus aujourd'hui de lieu où fuir. Donc nous sommes contraints de regarder les choses en face, nous sommes délégués par Dieu dans une mission sacrée qui est celle de l'éducation et de la protection de nos enfants. Personne d'autre que nous le ferons. Nous ne pouvons pas le faire de manière isolée. Nous devons donc nous organiser. Nous organiser passe par trouver dans les endroits où nous nous trouvons la possibilité de nous réunir ne serait-ce qu'à 2 ou à 3. Parce qu'il nous faut absolument de toute façon être aussi remontés sur le plan moral dans une alliance qui peut exister à la dimension collective. Seul dans cette situation, c'est la chèvre de Monsieur Séguin qui se fait manger à l'aube par le loup. Donc nous devons, comme je le disais tout à l'heure, créer des comités en dehors des établissements scolaires. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire connaître publiquement dans un premier temps l'existence de ces comités, parce que vous devez d'abord les renforcer, c'est-à-dire créer des liens les uns avec les autres qui font que effectivement vous allez arriver à un moment donné à être assez fort pour pouvoir agir en fonction de la position sociale de chacun des membres de ce comité. Vous devez protéger les familles monoparentales. Vous devez essayer de trouver des hommes qui viendraient au front, être les leaders locaux dont les enfants ont besoin, parce que des hommes mieux que des femmes, et vous direz que je suis mal placé pour le dire, mais les hommes mieux que les femmes, s'ils sont à la hauteur, arriveront à des résultats. Aujourd'hui, il est possible de dire à chaque établissement, là où 2 parents ensemble peuvent faire alliance, que vous ne voulez pas de ces cours
d'éducation sexuelle, et il faut que je précise une chose importante, on vous répondra que ces cours d'éducation sexuelle n'existent pas, comme on vous l'a dit pour la théorie du genre, et on vous proposera plutôt de parler avec vous de prévention sexuelle, qui porteront sur les grossesses précoces, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et les fameux abus sexuels dont on sait qu'ils sont là que pour arriver à construire le consentement des uns et des autres. Eh bien, sachez que l'éducation sexuelle a un autre nom qui s'appelle la prévention. C'est exactement comme dans le domaine de l'instruction du lire et de l'écrire. Lorsqu'ils ont vu que nous ne voulions pas de la méthode globale, ils l'ont appelée la méthode mixte. Et ils ont alors déclaré à qui mieux mieux que la méthode globale n'existait pas et que ce qui était mis en œuvre, c'était une méthode soi-disant mixte qui permettait effectivement de considérer l'apprentissage syllabe par syllabe. C'était une imposture. Nous avons aujourd'hui affaire à la même imposture avec la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces. Pour la bonne raison que lorsque nous sommes croyants, ce que je souhaite à chaque famille qui m'écoute ce soir et qui s'inscrit donc dans une organisation sociale qui vienne en obéissance et en soumission aux lois de Dieu, parce que lui seul connaît exactement ce qui est bon pour nous, eh bien ce qui est bon pour nous, ce ne sont pas les relations sexuelles hors mariage. À partir de ce moment-là, la question des grossesses précoces ne se pose plus. La question des maladies sexuellement transmissibles ne se pose pas davantage. Il faut bien comprendre, il faut comprendre les lois de Dieu et les interdits sexuels de Dieu comme des lois de protection et non pas des brimades pour vous empêcher de vivre un plaisir sexuel extraordinaire. Chaque chose a une double face, positive et négative, et si nous allons simplement de notre propre chef, considérer effectivement que la liberté sexuelle est formidable, c'est exactement ce qui nous est permis de vivre dans le progrès aujourd'hui dont nous jouirions grâce au progrès technique, eh bien nous sommes dans une imposture. L'imposture, c'est la liberté sexuelle. La vérité, c'est le respect des interdits sexuels, parce que justement, nous n'allons pas tomber alors dans les travers de la pornographie, dans les travers des grossesses précoces qui nous conduisent, ou des grossesses, comment dirais-je, involontaires, qui nous conduisent quand même à 200 000 ou 300 000 avortements par an, à partir desquels des expériences génétiques ou scientifiques s'effectuent à partir des embryons. On a vu, par exemple, que dans certains vaccins, entrent dans sa composition des embryons humains. Et ces embryons humains, ils les prennent à partir des avortements qu'ils ont mis en place, à l'égard desquels aujourd'hui, légalement, il n'y a même plus le moyen de se battre, parce qu'ils ont mis en place une loi de l'entrave à l'avortement. Donc on voit bien que nous sommes dans une situation aujourd'hui où seul Dieu peut nous tirer de ce cauchemar en l'invoquant d'une part et en lui demandant d'être guidé dans les actions qu'il faut mettre en œuvre en fonction de la réalité que nous vivons dans les différents comités que nous aurons créés, école par école ou quartier par quartier. Il ne faut pas désespérer de Dieu, il ne faut pas avoir peur de l'administration scolaire, parce que le danger émane beaucoup plus de la colère de Dieu que de la répression soi-disant toute puissante de l'administration scolaire et des institutions. Voilà, Farida, moi j'aimerais bien dire une petite parole peut-être pour conclure de mon côté. Je vous en prie. Voilà, je vois beaucoup sur le chat des gens qui s'en remettent toujours à d'autres. Alors en particulier, je vois beaucoup de gens qui parlent de Monsieur Asselineau. Courage Farida, Monsieur Asselineau arrive, etc., etc. Mais écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas remettre sa confiance en Monsieur Asselineau, ni en Monsieur Tartampion, ni en je ne sais qui. Je voudrais vous lire quelques paroles qui ont été dites dans des temps extrêmement difficiles par un maréchal de France qui disait « N'espérez pas trop de l'État, il ne peut donner que ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent sur vous-même et pour l'avenir sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir.
Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie. Voilà. Donc je pense véritablement que ces paroles sont d'actualité. Elles sont très simples. On ne pourra recevoir que ce que nous avons donné. Et aujourd'hui, eh bien, il faut non pas s'investir dans l'attente d'un faux messie, que serait M. Asselineau. Je n'ai rien contre M. Asselineau, je tiens à le dire, ou Mme Le Pen, ou je ne sais qui. Personne ne viendra nous tirer du pétrin où nous sommes, si ce n'est, comme l'a dit et redit et redit Farida, et ne cesse de le dire, cette attention que nous devons avoir pour la famille, cette attention particulière que nous devons avoir pour nos enfants, ce sens du devoir que nous devons avoir également, et ne jamais oublier que nous luttons contre des forces qui nous dépassent infiniment et qui sont des esprits, comme dit saint Paul, qui volent dans les airs, c'est-à-dire des démons, et qu'il faut s'en remettre à Dieu et à sa providence. Je crois que si on ne fait pas d'abord cet acte de foi que je viens de dénoncer, je pense que tout le reste n'est qu'illusion. Voilà. N'attendez rien d'autre que cela. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je ne vois rien d'autre. Écoutez, moi, évidemment, je souscris entièrement à ce que vous venez de dire, mon père. Moi, j'appelle les croyants en particulier à se mobiliser sur une échelle accessible à leur force aujourd'hui, c'est-à-dire à commencer par leurs propres enfants. Il faut au maximum créer les conditions du retrait des enfants de l'école tout de suite pour leur apprendre à lire et à écrire à la maison et à les protéger de la sexualisation précoce. Nous reviendrons sur ce sujet avec des propositions concrètes. Aujourd'hui, je me retrouve libre de toute attache à l'égard d'une institution qui a décidé de faire le malheur des hommes. Ils ont estimé que je n'étais pas digne de leur mission. Je les en remercie parce que c'est vrai. Je ne participerai jamais, je n'ai pas voulu de l'intérieur, évidemment a fortiori de l'extérieur, mais je resterai toujours une enseignante dans l'âme, puisque ça a toujours été ma vocation. Donc nous avons l'intention, Romane, Mehdi, vous-même et moi, mon père, nous avons l'intention de créer bientôt une structure qui pourra peut-être venir en aide justement par ses conseils et son action, venir en aide aux parents dans la perspective de créer ce mouvement vertical et non pas horizontal, ce mouvement vertical pour protéger l'avenir qui commence par la protection des enfants, en sachant qu'un jour, je serai vieille, nous serons vieux, et que si l'État, un jour qui va venir très vite, et que si l'État nous a volé nos enfants, eh bien nous finirons nous-mêmes dans les EHPAD dont on sait en ce moment comment ils traitent les personnes âgées. Donc tout se tient. Il y a une unité dans la vie qui fait que ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera payé demain de manière encore plus chère. Je vois dans le chat qu'on propose de mettre en place une pétition. Cela nous a été demandé, une pétition pour, comment dirais-je, me soutenir. Nous y souscrivons finalement. On a une tas de réserve à l'égard de la pétition, mais nous y souscrivons, pourquoi pas, parce que cela va permettre effectivement de montrer qu'en France, il y a des gens qui obéissent à Dieu, parce que cette pétition portera le nom de Dieu et ira dans la sphère publique avec, nous l'espérons, sa protection, pour effectivement condamner la révocation dont je suis la victime, et pour aussi parler, une fois de plus, dans l'espace public, de la nécessité impérative du droit à l'enfance des enfants. Les enfants ont droit à leur enfance. Nous allons faire une sorte de manifeste à l'occasion de ma révocation qui s'appellera le manifeste pour le droit à l'enfance. Ça comportera peu de phrases. Ça permettra à chacun de s'engager par sa signature dans ce combat pour Dieu, pour sa création et pour les enfants. Je vous remercie. Merci mon père. Merci à tous d'avoir été si actifs sur le chat et d'avoir été si nombreux à nous écouter. Nous reviendrons vendredi prochain avec des propositions probablement plus précises parce qu'il nous faut pour le moment mettre noir sur blanc nos idées et les construire. Je vous rappelle, chers parents, que le sort de vos enfants est entre vos mains.
personne d'autre ne fera votre travail. Personne. Et nous souffrons pour ces enfants qui n'ont pas de parents protecteurs, et je voudrais leur rendre aujourd'hui un hommage qu'ils méritent, et qu'ils sachent que nous savons, nous ici, que des enfants souffrent de la main de leurs parents, et que ces parents-là, un jour, souffriront de la main de leurs enfants, et que ce sera un juste retour des choses. Nous appelons ces parents qui n'ont pas de dimension en eux protectrice à l'égard de leurs enfants de se repentir, de se remettre à Dieu et de considérer leurs enfants comme ce qu'ils ont de plus précieux et à l'égard desquels ils doivent impérativement s'engager pour les protéger. Pour les parents protecteurs, nous demandons une fois de plus de reprendre le courage à deux mains, de ne pas avoir peur de l'administration scolaire, d'avoir peur de Dieu, de vous constituer en comité en dehors des écoles et de commencer justement à discuter en fonction de vos réalités locales des actions que vous pouvez mettre en place, tout étant évidemment placé sous la guidance et la protection de Dieu. Je vous souhaite tous une bonne nuit. Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Je remercie en particulier ceux qui ont contribué, je le répète, à ma cagnotte, ceux qui contribuent aujourd'hui sur le net à faire connaître ma révocation, le scandale, ce qu'elle représente et l'expression du danger qu'elle représente en direction de nos enfants. Je remercie Alexandre Le Breton, Saber Solo, Christophe Crossouplon, vous tous. J'écrirai à chacun d'entre vous si vous nous écrivez à contact@mouvement-jre.com. Bonne nuit à tous, que Dieu vous bénisse mon père, que Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse les enfants. Bonsoir Roman. Bonsoir. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Amen.